Bonjour à tous. Voilà, dans ce contexte un peu particulier, puisque vous ne pouvez pas venir suivre les cours de la Scola, je me suis dit que ce serait pas mal de vous envoyer quelques petites vidéos. Je vais vous envoyer une vidéo par semaine le lundi pour suivre le rythme de vos cours sur une œuvre d'art ou un artiste. Des petites vidéos de quelques minutes, mais qui vont vous permettre de continuer votre exploration de l'histoire de l'art. J'ai appelé ça des promenades et notre fil rouge sera Bruxelles, puisque j'imagine que la plupart d'entre nous sommes à Bruxelles pour le moment. On se balade comme on peut, on découvre des rues, on marche un peu plus que d'habitude. Et dans ces rues, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'espaces qui ont une histoire liée à l'art. Des artistes ont vécu à Bruxelles, des espaces ont été importants pour certains artistes, des rues ont influencé esthétiquement ou inspiré des artistes. Et c'est de ça dont je voulais vous parler ici, pour pouvoir vous permettre un peu de vous promener, de découvrir votre ville et de vous donner aussi des petits buts de balade à l'extérieur. Notre première balade, notre première promenade, c'est pour découvrir un révolutionnaire qui habitait rue Léopold. Alors la rue Léopold se trouve dans le centre de Bruxelles, comme vous pouvez le voir ici. C'est une rue qui est juste derrière le théâtre de la Monnaie, près de la rue de l'Écuyer, donc vraiment tout au centre de la ville. Et dans cette rue, Léopold, il y a une maison qui va nous intéresser, qui est au numéro 7. Cette photo-ci, qui est assez récente, vous montre que cette maison fait partie maintenant d'un hôtel. Il s'agit donc d'un bâtiment néoclassique qui a été donc construit au début du 19e siècle, vers 1819-1820. Comme vous pouvez le voir, au-dessus du premier balcon, il y a une petite plaquette. Et si on se rapproche, on voit que cette plaquette indique que le peintre français, Louis David, mourut dans cette maison le 29 décembre 1825. Et c'est de Louis David, en fait de Jacques Louis David, que nous allons parler aujourd'hui. C'est un artiste très important pour l'histoire de l'art en France, mais en Belgique aussi, comme on va le voir. Il s'agit d'un peintre néoclassique. Vous voyez un autoportrait de lui ici. Il est né en 1748 et va décéder, comme vous savez donc, en 1825 à Bruxelles. C'est un artiste assez iconique puisqu'il représente cette peinture néoclassique, qu'on peut aussi appeler des fois de la peinture académique, qui est une peinture très particulière puisque c'est une peinture très réfléchie, très réglementée. L'Académie au XIXe siècle se base sur les canons de l'Antique, sur les canons de la Renaissance, comme des artistes comme Raphaël, que nous avons pu voir lors de nos cours sur la Renaissance. Et donc toutes ces règles, toutes ces façons de peindre vont être rassemblées, vont être enseignées aux artistes. Et les artistes doivent suivre ces règles. On est donc dans un espace artistique très cadenassé, très réglementé, qui est dominé donc par cette académie, par ces grandes instances officielles de l'art en France. Pour vous parler rapidement de cette œuvre-là, en un clin d'œil, qu'est-ce qu'on peut voir, en un coup d'œil, qu'est-ce qu'on peut voir, excusez-moi, c'est évidemment cette composition très dessinée. Vous voyez ici qu'il y a les trois arcs qui en fait découpent en trois la composition et chaque personnage a donc son espace. Le premier tiers est occupé par les trois soldats, le deuxième tiers est centré autour du personnage principal et le troisième tiers est occupé par les femmes et les enfants. Ce chiffre de 3 va évidemment se répéter de manière assez régulière dans ce tableau. Vous pouvez voir évidemment les trois silhouettes ici et évidemment les trois épées qui se trouvent au centre de la composition. Voilà, juste pour vous dire qu'en un clin d'œil, vous pouvez voir que il y a vraiment cette réflexion autour de la composition. Il y a aussi cette peinture très lisse, on n'est pas du tout encore dans le 19e qui va être dominé par les impressionnismes, par cette peinture très visible, par ses touches. Ici, la lumière est pensée en contraste, est pensée de manière très en atelier, on est vraiment dans une composition. On représente des sujets historiques, des sujets mythologiques, on ne représente pas la nature ou la réalité. Et vous voyez aussi qu'il y a une grande inspiration de l'Antiquité avec les thématiques représentées, mais aussi, si vous regardez les personnages féminins ici, avec leur habit et les drapés qui font référence donc à des figures grecques ou romaines. Mais Jacques-Louis David était donc ce peintre académique extrêmement reconnu de son époque. Il a reçu plusieurs prix de Rome, mais il n'était pas que cet artiste. Il était aussi un homme politique révolutionnaire. Il était très proche de Robespierre et a participé comme député au nouveau gouvernement mis en place par la Révolution. Vous voyez ici une esquisse pour un tableau qui n'a jamais finalement réussi à terminer, qui était le serment du jeu de paume. Cette esquisse est conservée au musée Carnavalet à Paris.
voyez évidemment cette fougue, cet héroïsme donné à cet événement de la Révolution de 1789. Après la Révolution, David va être extrêmement séduit par Bonaparte. Il va se rapprocher de l'homme politique et petit à petit va devenir le peintre officiel de l'Empire. Une de ses œuvres et un de ses portraits, évidemment Napoléon, est ce Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, réalisé en 1801. Vous voyez évidemment cet héroïsme de nouveau qui est très fort marqué, cette cape rouge qui vient presque donner des ailes au personnage de Bonaparte, cette action de ce cheval que l'homme semble maîtriser, il y a quelque chose de très actif, de très puissant dans cette représentation. Mais on est dans la représentation d'un homme de pouvoir, et donc il y a aussi ce côté de propagande, et aussi ce côté de réflexion autour de la personne qu'on va représenter, et qu'est-ce qu'on va lui attribuer comme qualité. Vous voyez ici, en dessous, le nom de Bonaparte qui est inscrit à côté de celui d'Hannibal et de Charlemagne, deux évidemment conquérants qui ont aussi passé les Alpes, et donc David vient comme ça inscrire Napoléon dans la continuité de ces grands hommes de pouvoir. C'est évidemment son rapprochement avec l'Empire qui va faire que David va être exilé en 1816. Après Waterloo et la défaite de Bonaparte, David est connu comme un peintre et qui a participé à la Révolution et à l'Empire, et donc il est connoté de anti-royaliste. Et donc pour la monarchie qui se met en place en France à ce moment-là, ce peintre est dangereux, et c'est pourquoi il est exilé à Bruxelles en 1816. Et il va y vivre en fait les 10 dernières années de sa vie, puisqu'il va donc mourir en 1825. L'œuvre qui va nous intéresser aujourd'hui est une œuvre extrêmement importante. Il s'agit du Marat assassiné de David, que vous voyez ici à l'écran. Marat assassiné a été réalisé en 1793. Il s'agit d'une huile sur toile qui fait 1,65 m sur 1,28 m, donc il s'agit d'un beau format. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que cette œuvre, qui est une œuvre iconique pour l'histoire de l'art de France, tous les écoliers, tous les étudiants connaissent cette image, l'ont vue dans leurs livres d'histoire, et cette œuvre est conservée au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles. C'est quelque chose que peu de gens finalement connaissent, mais qui est finalement un des joyaux de notre collection, même si en fait elle a une importance toute particulière pour l'histoire de France. C'est de cette œuvre-là dont on va parler aujourd'hui. Cette œuvre a un pouvoir de représentation extrêmement fort. C'est une œuvre iconique qui vient représenter un homme de la Révolution, qui est Marat. Je vais vous raconter un peu qui était l'homme et qu'est-ce qui est représenté ici, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette œuvre devient l'icône de la représentation du martyr de la Révolution. Et à son époque, à l'époque de la réalisation de cette œuvre va avoir tellement de succès que 4 copies vont être réalisées par l'atelier de David. Pour vous dire qu'à l'époque, au XIXe siècle, le système des copies n'était pas quelque chose d'extrêmement répandu. Donc le fait que l'atelier, que l'artiste ait demandé à son atelier de refaire 4 autres copies de ce même tableau, montrait à quel point cette image avait un succès énorme. Plusieurs personnes voulaient posséder cette représentation de ce personnage, Marat assassiné, et aujourd'hui ces 4 copies se trouvent dans 4 musées en France. Alors quel est le sujet représenté? Il s'agit de l'assassinat de Jean-Paul Marat en 1793 par Charlotte Corday. Marat était un journaliste, il possédait la revue qui s'appelait L'Ami du Peuple, dans laquelle il écrivait donc beaucoup de ses visions, de ses pensées révolutionnaires, et c'était un homme politique. Il faisait partie du groupe le plus radical des révolutionnaires de l'époque, prônant une certaine violence, prenant une radicalité d'esprit, de pensée, d'action, qui a amené à certains massacres et aux violences, à la révolution sanglante dont on a entendu parler. C'est ce côté radical qui va faire que Charlotte Corday va vouloir l'assassiner et va y arriver. Charlotte Corday est une jeune Normande qui est portée par des idées républicaines et des idées révolutionnaires. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est le côté monstrueux de Marat. Elle va écrire évidemment un testament qui va expliquer son geste, puisqu'elle croit tellement en cette République, en cette nouvelle ère française, qu'elle ne supporte pas que des personnes viennent y mettre de la violence, viennent y mettre ce côté massacrant, mettre ce côté tellement agressif lié à la Révolution. Elle considère Marat comme un monstre qu'il faut absolument arrêter,
pour que la révolution puisse vraiment porter les idées de la République qu'elle considère sont les bonnes. Charlotte Corday donc voyage jusqu'à Paris avec l'intention de tuer Marat lors d'une convention, donc en public. Toutefois, comme vous avez pu le voir dans le tableau, Marat est dans sa baignoire lorsqu'il est assassiné. En effet, à cette époque-là, Charlotte Corday entend que Marat ne sort plus de chez lui, il a un problème de peau et des migraines atroces, et donc il passe la journée dans des bains avec des huiles qui lui permettent de soigner sa maladie. Elle va donc mettre en place un plan pour pouvoir assassiner Marat chez lui, dans sa chambre, dans sa baignoire. Elle va écrire plusieurs courriers à Marat en lui expliquant qu'elle a des informations secrètes à lui donner, des informations sur des traîtres que Marat va pouvoir ensuite publier dans l'Ami du Peuple. Par 3 reprises, elle vient avec une lettre et essaye de rentrer chez lui. À la 3e reprise, elle va se disputer avec l'épouse de Marat qui ne veut pas la laisser rentrer. Marat, de sa chambre, entend les voix plus élevées de ces 2 jeunes femmes et comprend que à sa porte est la jeune femme qui vient de lui écrire ses lettres et qui posséderait des informations importantes. Et donc c'est lui qui lui donne l'autorisation de rentrer dans sa chambre pour lui divulguer ces informations. Une fois seule dans la chambre, Charlotte prend un poignard et le tue immédiatement. Elle sera arrêtée sur le coup, elle ne va pas fuir, elle va être emprisonnée et puis ensuite exécutée après son procès par le tribunal révolutionnaire. Cet événement, qui est un des premiers attentats de l'histoire, premier attentat réalisé par une femme, c'est-à-dire la mise à mort d'un homme politique pour ses pensées, est un événement qui va avoir des répercussions énormes à l'époque. C'est surtout un événement qui va rendre Marat comme un martyr. C'est vraiment quelqu'un qui aura été assassiné pour ses idées, pour les idées de la Révolution. Comme vous pouvez le voir, ce tableau a une composition extrêmement simple. Et pourtant, dans cette simplicité, dans ces quelques petits éléments, David raconte l'histoire de l'assassinat de Marat. Le premier élément, évidemment, dans le coin supérieur gauche, c'est l'arme du crime. Ce couteau ensanglanté avec cette touche de rouge qui vient contraster et qui vient donner évidemment tout le côté dramatique à cet objet. L'autre élément est la lettre que Marat tient dans sa main. Il s'agit de la lettre que Charlotte Corday lui a remise et qui lui a permis de rentrer dans cette chambre et d'assassiner Marat. Donc c'est une lettre datée du 13 juillet 1793 par Charlotte Corday au citoyen Marat. Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance. Il est tout à fait intelligent d'avoir placé cette lettre dans cette composition puisque David permet ainsi de nous projeter dans le passé, c'est-à-dire qu'on a l'élément qui fait que Charlotte a pu rentrer dans cette chambre, et en même temps, cet élément et cette phrase vient indiquer tout le drame qui va se passer, qui va se dérouler et qui est représenté devant nos yeux. Juste à côté de cette lettre, David représente une autre lettre, comme vous pouvez le voir ici, apposée sur la petite caisse en bois à côté du bain. Dans cette lettre, Marat en fait écrit pour faire don d'argent à une certaine Marie et à ses 5 enfants. Dans le rapprochement de ces 2 courriers, David indique évidemment de manière très dramatique que Charlotte Corday est venue assassiner un homme qui a évidemment consacré sa vie et jusqu'à sa dernière action à aider le peuple de France, à porter ses idées évidemment démocratiques, à vouloir aider les plus démunis, et donc donnant évidemment à Marat ce côté tout à fait héroïque, ce côté d'homme français là pour le peuple. Un autre aspect de ce côté héroïque, évidemment le côté de martyr qui est vraiment très fort dans cette composition. Déjà par le côté un peu dramatique, ensanglanté de la scène, vous pouvez voir que l'eau du bain est déjà rouge, mais vous voyez aussi cette blessure, aussi de nouveau avec ce rouge, cette couleur rouge très contrastée, qui vient offrir évidemment à cette scène tout le côté violent et macabre de l'assassinat. Mais au-delà de cette blessure, qui rappelle évidemment les blessures du Christ, il y a quelque chose tout à fait de référentiel dans notre pensée et dans l'histoire de l'art, toute l'attitude de Marat est transformée en une attitude de martyr et presque dans une attitude christique.
Marat portait un tissu blanc autour de sa tête qui est imbibé de vinaigre et qui l'aidait dans ses maux de peau et de tête. Donc c'est pour ça qu'il porte ces draps blancs autour de la tête. Mais David rajoute aussi tous ces draps blancs autour de son corps comme des linceuls et qui vient faire vraiment tout à fait référence à des représentations du Christ. Comme la plupart des artistes du 19e, David était extrêmement influencé par le Caravage, qui est un artiste du XVIIe siècle, cet artiste qui a poussé très loin la technique du clair-obscur et le côté très dramatique des compositions. Vous pouvez voir dans cette déposition de 1602-1604 qui se trouve au Vatican que David fait presque une référence directe à ce tableau. On retrouve le Christ avec ce bras tout à fait laissé, cette tête légèrement vers l'arrière, et évidemment ce linceul blanc qui vient entourer la figure du Christ, cette couleur blanche qui vient à un moment indiquer le côté de pureté, le côté saint, le côté martyr du Christ et évidemment ici de Marat. Aussi, au bout de ce bras qui est complètement délaissé, vous voyez que David a laissé dans les mains de Marat une plume, pour montrer que l'homme politique qui était journaliste était vraiment actif jusqu'au bout et que c'est évidemment dans cette action de pensée, de publication de ses pensées, que cet homme vient d'être assassiné et qu'il ne pourra plus évidemment enrichir l'idée révolutionnaire de ses écrits. Il y a un côté évidemment très dramatique à laisser cette plume dans cette main, comme si l'homme était tout juste en train d'écrire. Vous voyez également que David a signé ce tableau. Alors, dans cette caisse en bois, de manière très très simple, il a juste indiqué à Marat David. Alors, quel est l'historique de ce tableau qui amène à cette signature si particulière ? Le lendemain de l'assassinat de Marat, la Convention, le groupe des députés, commande à David ce tableau. David connaissait Marat. Il s'était même d'ailleurs vu quelques jours avant l'assassinat. Il connaissait son visage, son attitude, admirait l'homme. Et donc 3 mois après la commande, il termine ce tableau et il l'offre à la Convention. Il décide donc de signer ce tableau de manière très très simple, de manière très épurée, en indiquant sur cette caisse en bois qui fait presque référence à une pierre tombale, à Marat David. En fait, il transforme sa signature en un hommage. Après que David l'ait offert à la Convention, il y a plusieurs évidemment remous politiques français. À un moment donné, ce tableau est récupéré par David. Il va être dans son atelier jusqu'à la mort de l'artiste, puisque même dans son exil à Bruxelles, l'œuvre va rester à Paris, cachée dans son atelier. À la mort de l'artiste, ses descendants vont donc hériter de ce tableau, vont l'exposer à plusieurs reprises, vont essayer de le vendre sans succès. Et donc c'est en 1886 que le dernier propriétaire de l'œuvre va en faire don au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles, et c'est comme ça qu'il est arrivé dans nos collections. Vous pouvez voir ici sur l'écran l'accrochage de David dans les salles du premier étage du musée d'art ancien, des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Je vous conseille vraiment, une fois qu'on pourra sortir et retourner au musée, d'aller le voir, puisqu'il y a une présence, il y a un côté tellement fort de cette peinture lorsqu'on se retrouve face à elle. Vous voyez ici que vient évidemment se mettre en évidence le vide qui se trouve derrière la figure de Marat, puisque juste lui est représenté. Charlotte Corday a disparu, elle n'est pas là, elle est peut-être hors champ, elle est peut-être encore présente dans la scène, mais seule la figure de Marat, son martyr, sa présence, est représentée par David de manière très très puissante. Sur le mur en face du Marat de David se trouve une autre œuvre de David qui est Mars désarmé par Vénus, qui est en fait la dernière œuvre que David a jamais réalisée, juste avant sa mort en 1824. Cette œuvre, vous le voyez, est d'un style tout à fait différent. On est ici dans un style qu'on peut dire académique ou même dans un style pompier, si on veut être péjoratif, quelque chose de presque trop laiteux, de trop dessiné, de trop idéalisé. Puisqu'évidemment, David, pendant ces 10 années à Bruxelles, va être éloigné du milieu politique et ne va plus pouvoir réaliser des œuvres dans cette ambition, dans cette vocation politique qu'il a portée jusqu'à maintenant. Et pourtant, pendant cette dernière décennie, David va jouer un rôle très important
puisqu'il va influencer à Bruxelles des artistes belges comme Navé ou Portels et se crée une école ici à Bruxelles d'autres artistes, de disciples qui vont suivre ses enseignements. Ces disciples eux-mêmes vont ensuite être des professeurs ou vont pouvoir former les artistes de la génération de la fin du 19e siècle à Bruxelles. Donc David va vraiment avoir un rôle à jouer dans l'histoire de l'art belge et ça j'espère pouvoir vous l'expliquer lors d'une autre leçon bientôt. Voilà donc pour cette première promenade qui nous a amenés au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles et au 7 rue Léopold. Pour vous montrer évidemment que Bruxelles a été au début du 19e siècle, mais aussi pendant tout ce siècle, une terre d'asile pour ces artistes exilés, ces poètes exilés, ces hommes politiques exilés. C'était une ville qui accueillait ces personnes qui avaient des pensées révolutionnaires, des pensées politiques plus radicales. Donc c'est une belle chose à savoir de Bruxelles à cette époque-là. Et cette maison au 7 rue Léopold, cette maison où a habité David pendant son exil, tient évidemment un témoignage de toute cette époque-là. J'espère en tout cas que vous pourrez aller vous promener près de ces lieux. Si vous y êtes, arrêtez-vous une seconde, pensez à toutes ces histoires que je vous ai racontées aujourd'hui, pensez à la présence du Marat de David dans les murs du Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles pour le moment, ce tableau tellement iconique, ce tableau qui a eu tellement d'importance lorsqu'il a été créé et qui a une aura tout à fait spectaculaire. Je vous quitte en vous conseillant de vous promener sur le web. Je participe à ce site web qui s'appelle Solidaire Bruxelles, qui vient vous donner toutes des idées dans tous les domaines possibles et imaginables pour rendre cette période compliquée un peu plus facile. Et il y a un chapitre divertissement, et dans ce chapitre divertissement, il y a toute une série de musées en ligne. Je vais essayer d'alimenter ces pages pour vous permettre de continuer votre exploration, de continuer à voir des belles choses, de vous nourrir d'art. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.